Je sais comment guérir le cancer de votre fils, dit la fillette au millionnaire, et un miracle se produisit. Bonjour à tous. Profitez de ce moment de détente en regardant cette histoire. Lyon, novembre. La pluie tombait sans relâche, lourde et lugubre, comme si elle tentait d'emporter les derniers espoirs de l'humanité. Derrière la longue baille vitrée glacée, le vent sifflait dans le couloir du 6e étage de l'hôpital Saint-Gabriel. L'horloge accrochée au mur indiquait 3 heures du matin. Aucun bruit de pas, pas une seule infirmière en vue. Ne restait que l'odeur antiseptique, une lumière jaunâtre et blafarde, et le souffle saccadé résonnant depuis le service des urgences pédiatriques. Dans la chambre 607, Henri Castin restait figé auprès du lit d'hôpital. Il portait un costume gris coûteux, la cravate desserrée, la chemise trempée par la pluie et les cheveux plaqués en désordre sur le front. Sa main serrait fermement celle de son fils, un garçon de 9 ans, frêle, au crâne rasé, la peau pâle comme de la cire. « Léo, Léo » murmura-t-il d'une voix rauque, les yeux rougis. « Tu m'entends, mon fils ? Papa est là. Je ne partirai pas. » L'enfant ne répondit pas. Il demeurait là, les paupières mi-closes, la poitrine se soulevant faiblement au rythme du respirateur. Une perfusion traversait son petit bras, et près de la tête de lit, l'écran du moniteur cardiaque clignotait avec régularité, comme pour rappeler que la vie de Léo ne tenait plus qu'à cette ligne électronique. La porte s'ouvrit doucement. Une femme d'âge moyen entra. C'était la docteure Claire Morel, chef du service d'oncologie pédiatrique. Elle retira son masque, resta debout quelques secondes, puis parla d'une voix basse. « Monsieur Henri Castin, pardon de vous réveiller, mais je crois que vous devez entendre ceci. » Henri Castin leva la tête, le regard vide. « Dites ce que vous avez à dire. » Claire posa les yeux sur Léo, puis déclara lentement. « Nous avons essayé tous les protocoles possibles, CHOP, Attacar, même la nouvelle thérapie par cellule T. Mais la tumeur ne réagit pas. L'enfant est épuisé. Si nous continuons, nous ne ferons que lui infliger davantage de souffrance. » Henri Castin garda le silence. Ses lèvres tremblaient. Après un moment, il murmura. « Vous voulez dire qu'il n'y a plus rien à faire ?» Claire acquiesça. « Je suis vraiment désolé, Henri Castin. Nous n'avons plus d'alternative. » Cette réponse lui transperça la poitrine comme une lame glacée. Henri Castin se leva, fit quelques pas vers la fenêtre et observa la pluie fouetter une ville assoupie. Une partie de lui voulait hurler, tout briser, accuser le monde entier. Mais une autre ne ressentait qu'un vide immense. « J'ai tout, » murmura-t-il presque pour lui-même. Des jets privés, une villa à Majorque, des actions dans les banques, et je ne peux même pas sauver l'enfant que j'ai devant moi. Claire s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Personne ne mérite ça, Henri Castin. Personne. Mais parfois, lâcher prise ne signifie pas abandonner. » Henri Castin ne répondit pas. Il s'écarta, retourna s'asseoir auprès du lit et reprit la main de son fils. Claire hésita. « Nous allons poursuivre les soins palliatifs, pour que Léo ne ressente plus de douleur. »« Sortez », l'interrompit Henri Castin. Il n'éleva pas la voix, mais son ton fut tranchant comme une lame. « J'ai besoin d'être seul avec mon fils. » La docteure soupira, hocha légèrement la tête et sortit sans un mot. La porte se referma, laissant Henri Castin seul dans cette pièce glaciale. La pluie tombait toujours. La lumière restait tamisée. Henri Castin inclina la tête, posa son front contre le bord du lit, et ses larmes trempèrent le drap blanc. « Pardonne-moi, mon fils. S'il pouvait tout changer, tout donner pour qu'il se réveille, il le ferait sans hésiter. » Un peu plus tard, impossible de dire combien de temps s'était écoulé, Henri Castin se leva et quitta la chambre. Il avait besoin de respirer, de trouver quelque chose qui arrêterait le tourbillon dans sa tête. Le couloir de l'hôpital s'étendait devant lui, baigné par la lumière vacillante des néons. Il passa devant la salle du personnel médical, une machine à café automatique et quelques affiches de motivation qui proclamaient « Combattons le cancer ».
Ces mots lui transperçaient la poitrine comme des lames. Aie confiance. Tu n'es pas seul. Henri Castin laissa échapper un rire amer. Jamais il ne s'était senti aussi seul. En sortant par la porte arrière, il ouvrit son paquet de cigarettes et en sortit la dernière. Mais le briquet refusait de s'allumer. Le vent était trop fort. Tu veux utiliser le mien, dit une voix d'enfant dans son dos. Henri Castin sursauta. Une fillette d'environ 10 ans. Vêtements sombres, sales, couverts de boue. Des cheveux longs, emmêlés, mais ses yeux brillaient dans l'obscurité, reflétant quelque chose d'irréel. « Tu fumes » demanda-t-elle en lui tendant un briquet rouge. Henri Castin le prit, alluma sa cigarette et tira une longue bouffée. « Merci. Mais dis-moi, que fais-tu ici à cette heure ? » « J'habite pas loin. Parfois je viens m'asseoir ici, à l'hôpital. » « C'est étrange, grogna Henri Castin. Un hôpital, ce n'est pas un endroit pour les enfants. La fillette haussa les épaules. Je sais comment soigner ton fils. Henri Castin resta sans voix. La cigarette tomba de ses lèvres et s'éteignit dans une flaque. Il fixa la petite fille, les yeux écarquillés. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as bien entendu, répondit-elle calmement. Je sais comment guérir Léo. Henri Castin s'approcha vivement et lui saisit les épaules. Qui t'a parlé de mon fils ? D'où tu viens ? Qui t'a envoyé ? Personne ne m'a envoyé, répondit-elle. Ses yeux le fixaient, sans peur. Je l'ai juste vu. Henri Castin la lâcha, troublé. Tu es folle. Non. Mais on m'a enfermé dans une maison abandonnée pour avoir dit des choses semblables. On m'appelait monstre. Silence. La fillette s'approcha, s'agenouilla et traça du doigt une forme dans la terre mouillée, une feuille. Cette plante pousse au bord de la forêt, au nord de Montsombre. Ses feuilles sont violettes, pointues, elles sentent la menthe. Si tu les cueilles et les prépares correctement, ton fils se réveillera. Mais si tu te trompes, son cœur s'arrêtera dans l'heure. Henri Castin fronça les sourcils. Tu joues avec une vie, petite. Je n'ai jamais joué avec ça, répondit-elle d'un ton glacial. Ton fils n'a plus que quelques jours. Tu peux attendre la mort, ou essayer quelque chose. Comment tu t'appelles ? Demanda Henri Castin. La fillette garda le silence un moment avant de répondre. Cataline. Henri Castin recula, abasourdi. Une voix de femme résonna derrière lui. Une infirmière. Monsieur Henri Castin, tout va bien ? Henri Castin se retourna. Cataline avait disparu. Il ne restait que le dessin de la feuille, dans l'eau du sol. Sans réfléchir davantage, Henri Castin quitta l'hôpital cette nuit-là même. Les mots de Cataline résonnaient dans sa tête, sans relâche, impossible à faire taire. Si tu les cueilles et les prépares bien, ton fils se réveillera. Si tu te trompes, son cœur s'arrêtera. Aussi insensé, illogique ou contraire à toute science que cela paraisse, Henri Castin n'en avait plus rien à faire. Il avait trop perdu pour croire encore au chemin rationnel. Son fils dépérissait heure après heure, et il était prêt désormais à croire en n'importe quoi. Même en un miracle, même venu d'une enfant sortie de nulle part. Le moteur du voiture tout-terrain de luxe rugissait sur l'autoroute A20 sous une pluie torrentielle. Les essuie-glaces n'arrivaient pas à chasser les grosses gouttes qui brouillaient le pare-brise, transformant les lumières en mirages. Henri Castin serrait le volant, le regard fixé droit devant lui, en direction du nord, là où Montsombre apparaissait comme une tache noire sur la carte biologique de la Provence. Presque 2 heures plus tard, il quitta la route principale pour un chemin de terre menant vers la forêt. La boue éclaboussait, les roues glissaient entre les ornières. On n'entendait que la pluie tambouriner sur le toit de la voiture et le cœur d'Henri Castin battre à tout rompre. Le GPS avait perdu le signal. Le téléphone portable n'avait plus de réseau depuis 10 minutes. Merde, murmura-t-il d'une voix sèche. Il coupa le moteur, prit une lampe torche et descendit. La boue lui montait jusqu'aux chevilles.
Le vent sifflait à travers la pinède comme des lames affûtées. Devant lui, seulement de grands arbres sombres et humides. Derrière, la faible lumière des phares, sa seule source d'éclairage. Il suivit les instructions floues de Cataline, sa pousse au bord nord de la forêt, feuilles violettes, odeur de menthe. Après près de 20 minutes à patauger entre boue et ronces, Henri Castin s'arrêta. Devant lui, un arbuste d'environ 70 cm, aux feuilles violettes pâles, allongé, avec une légère odeur de menthe. « Dieu existe, murmura-t-il, le cœur battant. » Il s'agenouilla, tendit la main pour arracher une branche. Mais une main se referma brutalement autour de sa nuque. Pris de panique, Henri Castin se débattit. La torche tomba et roula dans les buissons. Il fut tiré en arrière, basculant dans la boue. Avant qu'il ne puisse crier, une autre main lui plaqua un chiffon humide et à l'odeur chimique sur la bouche. L'obscurité l'envahit. Quand Henri Castin reprit conscience, il était attaché à une chaise en bois, dans une cabane pourrie au milieu de la forêt. Une odeur de bois brûlé et de viande avariée flottait dans l'air. Ses membres étaient engourdis, sa bouche encore bâillonnée, son costume couvert de boue. Une voix d'homme retentit derrière lui. « Bienvenue parmi nous, Henri Castin. Tu te souviens de moi ?» Henri Castin tourna la tête. Un homme maigre, aux cheveux longs et emmêlés, au visage ravagé, aux vêtements en lambeaux. Mais ses yeux brillaient, pleins de rage et de folie. « Raphaël Lemoine, » murmura Henri Castin, sans sa bâillon. Raphaël Lemoine esquissa un sourire tordu. « Je suis impressionné. Tu te souviens encore de mon nom après toutes ces années ?» Henri Castin déglutit. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'attendais. » Raphaël Lemoine s'approcha, visage contre visage. 20 ans. 20 ans que je vis avec le souvenir de la chambre froide de l'Institut San Benito. Tu te souviens ? Cette nuit glaciale de 2005, toi et tes petits copains m'avez enfermé dans la chambre frigorifique avant de partir. Tu avais crié, fais comme si t'étais déjà mort, comme ça on pourra dormir tranquille. Henri Castin baissa la tête. Des souvenirs qu'il croyait enfouis remontèrent à la surface, sombres et violents. Raphaël Lemoine, l'élève brillant des classes inférieures, avait toujours été une cible pour leur bande de bourreaux. Et lui, Henri Castin, le meneur, avait dirigé la punition. J'ai failli mourir cette nuit-là, cracha Raphaël Lemoine. J'ai subi des lésions neurologiques. J'ai perdu ma bourse. Mon père s'est suicidé. Ma mère est devenue folle. J'ai tout perdu. Et toi, tu es allé à l'université, tu es devenu millionnaire, entouré de luxe. Raphaël Lemoine, j'étais jeune, idiot. Je suis désolé. Je ne savais pas ce qu'on t'avait fait endurer. Raphaël Lemoine éclata de rire. Un rire tranchant, comme une lame dans la nuit. Désolé ? Après 20 ans, tu crois qu'un désolé suffit pour que je te pardonne ? Il sortit une poignée de feuilles violettes de sa poche, les mêmes qu'Henri Castin avait vues. Raphaël Lemoine les jeta une à une dans le feu au centre de la cabane. Tu sais quoi, Henri Castin, dit-il d'une voix étrangement calme. Chaque feuille pourrait sauver ton fils. Mais je vais toutes les brûler. Une à une. Comme toi, tu as brûlé ma vie. Raphaël Lemoine, tu es fou ? Arrête, je t'en supplie. Henri Castin se débattait de toutes ses forces, mais les cordes étaient si serrées qu'elles lui coupaient la circulation. Raphaël Lemoine, impassible, jetait feuille après feuille dans le brasier. La fumée montait, douce, parfumée à la menthe, l'odeur de l'espoir, devenue le parfum de la vengeance. Tu veux savoir comment j'ai survécu ? Raphaël Lemoine planta son regard dans le sien. J'ai vécu dans des hôpitaux psychiatriques au cœur de la forêt. J'ai volé, je me suis soigné avec des herbes. J'ai appris la valeur de chaque feuille. Pendant longtemps, j'ai rêvé de sauver quelqu'un. Mais aujourd'hui, je veux seulement que tu ressentes l'impuissance que j'ai connue. Je t'en supplie, cria Henri Castin. Léo n'est qu'un enfant, il n'a rien à voir là-dedans.
Laisse-le tranquille. Et maintenant tu parles d'innocence, répondit Raphaël Lemoine en se penchant pour attiser le feu. As-tu pensé à ça quand tu m'as enfermé? Quand tu me frappais parce que j'avais de meilleures notes? Quand tu riais alors que je pleurais? Henri Castin éclata en sanglots. Ses larmes se mêlaient à la pluie, à la boue, et aux cendres des feuilles qui continuaient à se consumer. Dans son esprit ne subsistait plus que l'image de Léo, allongé, faible, attendant un miracle qui ne viendrait jamais. Raphaël Lemoine, je t'en supplie, ne fais pas ça. Trop tard, murmura Raphaël Lemoine. Il ne me reste que 2 feuilles. Il leva la main, prêt à les jeter au feu. C'est alors qu'un bruit étrange se fit entendre dehors, léger comme une brise. Puis une voix féminine. Ça suffit, Raphaël Lemoine. Tu en as déjà brûlé trop. Raphaël Lemoine se figea. Les yeux d'Henri Castin s'écarquillèrent. De la brume nocturne émergea Cataline. Elle surgit de l'épaisseur du brouillard. Sa silhouette frêle semblait insensible au froid et à la pluie. Dans ses mains, elle tenait un petit sac en toile brune, noué avec une corde en chanvre. Ses yeux brillaient comme 2 pierres d'argent dans l'obscurité. Raphaël Lemoine resta figé, les 2 dernières feuilles violettes encore en main. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Tu es moi. Tu t'es reconnu plus vite que je ne le pensais, répondit Cataline sans la moindre émotion. Raphaël Lemoine recula d'un pas. Son regard passa de la rage à la confusion. Non. Tu ne peux pas être en vie. Et pourtant, je suis là, l'interrompit Cataline. Pas comme le cadavre que tu croyais avoir enterré dans la forêt. Henri Castin les regardait tour à tour, complètement perdu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Cataline ne répondit pas. Ses yeux, aussi tranchants que des lames, restaient braqués sur Raphaël Lemoine. J'ai encore la cicatrice derrière le cou, dit-elle d'une voix sourde. Tu te souviens? Tu m'as attaché avec un câble à la porte métallique de cette maison abandonnée, puis tu as branché le courant. 30 secondes. Tais-toi. Hurla Raphaël Lemoine, les dents serrées, les mains tremblantes. Ce n'était pas parce que je t'avais trahi, poursuivit Cataline en avançant d'un pas. C'est parce que j'ai vu un passé que tu voulais effacer. Tu m'as traité de monstre. Tu as dit qu'une fille comme moi ne méritait pas de vivre. Je t'ai sauvé d'eux. Cria Raphaël Lemoine. Je t'ai donné à manger, un toit, et tu m'as transformé en cobaye. Cataline ouvrit son sac et en sortit une poignée de feuilles violettes soigneusement enveloppées. J'ai survécu parce qu'un ermite m'a trouvé. Il m'a appris les plantes, la guérison, et le pardon. Henri Castin déglutit avec difficulté. Tu connaissais cet homme? Cataline le regarda brièvement. Je suis celle que vous avez tous les 2 choisi d'ignorer. Mais j'ai tout pardonné. Raphaël Lemoine éclata d'un rire aigu, nerveux, presque dément. Pardonner? Tu viens me faire la morale maintenant? Pas du tout, répondit Cataline en s'approchant du feu. Je viens empêcher que tu t'en prennes à un autre enfant innocent. Raphaël Lemoine jeta un œil à Henri Castin, puis aux feuilles que tenait Cataline. Tu crois que tu peux les emporter? Sauver son fils? Après tout ce qu'il t'a fait, à toi comme à moi. Cataline s'agenouilla, ouvrit le sac et lui tendit une petite branche. Tu te souviens de cette odeur? Un jour, tu as utilisé une dose trop forte. Mon petit chien a eu un arrêt cardiaque. J'ai pleuré 3 jours. Tais-toi. Hurla Raphaël Lemoine en lui arrachant le bouquet des mains. Cataline ne se défendit pas. Elle resta immobile, le regard fixé. Brûle-le si tu veux, dit-elle doucement. Mais une fois les flammes éteintes, il ne te restera que l'obscurité. Henri Castin respirait avec peine, la voix rauque. Cataline, s'il te plaît, sauve-le. Je ferai n'importe quoi. Cataline se tourna vers lui. N'importe quoi. Oui. Il acquiesça frénétiquement. Je suis prêt à tout donner. Ma fortune, mon nom,
même ma vie s'il le faut. Raphaël Lemoine baissa lentement la tête. Les 2 dernières feuilles tombèrent de sa main dans la flaque à côté du feu. Je suis fatigué, murmura-t-il. J'ai attendu ce moment pendant 20 ans, et maintenant qu'il est là, je ne ressens rien. Aucun soulagement. Cataline chuchota. Parce que la haine ne guérit rien. Elle ne fait que ronger. Soudain, Raphaël Lemoine s'effondra à genoux, se prenant la tête entre les mains. Je ne sais même plus qui je suis. Je voulais être médecin. Je voulais aider. Tu le peux encore, lui dit Cataline à voix basse. Si tu fais le bon choix. Un sanglot s'échappa de la poitrine de Raphaël Lemoine. Il se recroquevilla dans un coin de la cabane, pleurant comme un enfant. Henri Castin tremblait toujours. Petite, je t'en prie, donne-moi ça. Cataline acquiesça. Elle sortit un petit paquet de son sac et le lui tendit. 3 jours de traitement. Eau à 42 degrés. Remuez avec une cuillère en argent pendant 7 minutes. Puis utilisez un diffuseur d'huiles essentielles pour répandre la solution dans la pièce. Pas une seule erreur. Henri Castin le prit avec des mains tremblantes. Je ne sais pas comment te remercier. Ne dis rien, répondit Cataline. Son regard s'adoucit. Fais-le bien. Et souviens-toi pourquoi tu le fais. Dehors, la pluie commençait à cesser. Cataline se retourna et s'enfonça dans l'obscurité. Elle ne dit pas au revoir, ne se retourna pas. Henri Castin la regarda disparaître entre les pins. Qui es-tu vraiment? Murmura Raphaël Lemoine. Il ne disait plus rien. Il restait là, immobile, fixant les cendres. Ses mains, autrefois celles d'un brillant étudiant en médecine, n'étaient plus que des ombres pourries, rongées par des années de haine. Henri Castin sortit de la cabane, serrant contre sa poitrine le paquet de feuilles comme s'il contenait la vie de son fils. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais la pluie avait cessé et la forêt était étrangement silencieuse. Le voiture tout-terrain de luxe, les roues couvertes de boue, s'arrêta devant l'entrée des urgences de l'hôpital Saint-Gabriel à 4h15 du matin. Henri Castin sauta de la voiture tel un homme traqué. Il avait les yeux cernés, les vêtements sales, les cheveux en bataille, et tenait le sac en toile contenant le remède comme un trésor. Son visage était pâle, épuisé. Un agent de sécurité s'approcha, les sourcils froncés. « Monsieur, ça va? D'où venez-vous? Je dois voir la docteure Morel. »« C'est une urgence, » répondit Henri Castin, la voix pleine de détresse. L'homme acquiesça, parlant dans son interphone. « Docteur Claire Morel, rendez-vous aux urgences. » Cas urgent. Henri Castin courut dans les couloirs familiers, ignorant les regards étonnés de certaines infirmières de garde. Il ouvrit en trombe la porte de la chambre 607, où Léo reposait toujours, immobile. L'enfant n'avait pas changé. Il restait pâle, respirant faiblement, entouré d'appareils médicaux. Le moniteur cardiaque indiquait encore des battements, mais plus lents que la veille. Chaque bip résonnait comme un coup de couteau dans le cœur d'Henri Castin. Il s'assit au chevet de son fils et lui prit la main. « Léo, papa est revenu. Tu m'entends? Tu m'avais dit que tu m'attendrais. Tu me l'avais promis. » La porte s'ouvrit brusquement. La docteure Claire Morel entra, vêtue de sa blouse blanche, les cheveux attachés à la va-vite, le visage marqué par la stupeur. « Henri Castin, bon sang, où étiez-vous passé toute la nuit? On vous a cherché dans tout l'hôpital. » J'étais parti chercher ça. Henri Castin ouvrit un sac en toile et posa un paquet de feuilles violettes sur la table métallique à côté du lit. Je vais les utiliser. Claire fronça les sourcils. Des feuilles? Vous plaisantez? Non, ce n'est pas une blague. Henri Castin la regarda avec des yeux brillants d'intensité. Quelqu'un m'a appris comment les préparer, eau à 42 degrés, remuer avec une cuillère en argent, faire bouillir pendant 7 minutes. Ensuite, utiliser un diffuseur d'huiles essentielles pour propager le mélange dans l'air. Claire resta figée, puis laissa échapper un rire incrédule.
Vous êtes tellement désespéré que vous croyez à des superstitions. Ce n'est pas une superstition, cria Henri Castin. C'était la première fois qu'il haussait la voix à l'hôpital. Je sais que ça semble absurde, mais si vous aviez vu votre fils nuit après nuit dans cet état, vous feriez n'importe quoi, vous aussi. Claire se tut un instant, puis répondit doucement. Henri Castin, je comprends votre douleur. Mais nous sommes médecins. Nous faisons confiance à la science, pas aux feuilles de la forêt. Et que m'a dit la science, Claire? Grogna Henri Castin. Qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'il faut préparer les funérailles. Alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Claire resta silencieuse. Elle ne voyait plus le magnate entouré de luxe, mais un père brisé. Elle soupira. Vous avez le thermomètre et la cuillère en argent? Henri Castin ouvrit une petite sacoche en cuir. Oui. Et vous savez utiliser un diffuseur hospitalier? J'ai appelé Julien, le technicien. Il est en route. À ce moment précis, un jeune homme à la barbe naissante, portant un badge sur lequel on lisait Julien Torres, technicien système, entra en portant un grand diffuseur dans les bras. Docteur Morel, je suis là. Monsieur Henri Castin m'a dit qu'il fallait ajuster la diffusion de l'huile essentielle pour couvrir 15 mètres carrés. Claire hocha la tête. Préparez-le, mais je vais superviser toute la procédure. À la moindre anomalie, on arrête tout immédiatement. D'accord, répondit Henri Castin. Ils travaillèrent ensemble pour chauffer l'eau à exactement 42 degrés, vérifiée à l'aide d'un thermomètre numérique. Henri Castin remuait avec une cuillère en argent, répétant les instructions de Cataline comme une incantation. 7 minutes. Pas plus, pas moins. Quand le mélange prit une consistance laiteuse, Henri Castin le versa dans le diffuseur. Julien régla le temps et la pression. Une vapeur au léger parfum de menthe se répandit dans la chambre, douce comme un souffle d'ange. Henri Castin s'assit de nouveau et reprit la main de Léo. Tu vas t'en sortir. Tu dois t'en sortir. Claire, les bras croisés, fixait le moniteur cardiaque. Julien murmura. Cette odeur est agréable, pas comme les huiles habituelles. Silence, ordonna Claire. Observez. La première minute passa. Rien. La deuxième aussi, sans réaction. À la troisième, le rythme cardiaque sembla ralentir. Bip, bip, bip. Le moniteur émit un son étrange. Claire fronça les sourcils. Le rythme cardiaque devient instable. À la 4e minute, Léo bougea l'index de la main droite. Henri Castin retint son souffle. Claire courut vérifier ses réflexes pupillaires. Non, il est toujours inconscient. À la 5e minute, Léo eut un spasme soudain. Arythmie, cria Claire. Arrêtez la diffusion. Julien, éteignez la machine. L'alarme du moniteur se mit à hurler. L'écran cardiaque clignotait en rouge. Des infirmiers accoururent. Préparez l'adrénaline. Hurla Claire. Henri Castin, dehors. Tout de suite. Non. Je ne partirai pas. Je dois rester avec mon fils. S'il vous plaît, Henri Castin. Claire planta son regard dans le sien avec fermeté. Je ne veux pas appeler la sécurité, mais si vous interférez avec la réanimation, je n'aurai pas le choix. Henri Castin recula, les larmes coulant sur son visage. Il lâcha la main de Léo et fut poussé hors de la chambre. La porte se referma brusquement, comme une sentence. Il s'effondra au sol, le dos contre le mur froid, la tête entre les mains. L'odeur de menthe flottait encore dans ses cheveux, sur ses vêtements. Mon Dieu, murmura-t-il désespérément. Est-ce que je l'ai sauvé ou tué? Des pas, des alarmes, des cris. Tout se mêlait en un cauchemar épais. Il ferma les yeux, mais la dernière image dans son esprit était celle de Léo convulsant, les lèvres violacées. Le couloir du 6e étage était presque glacial. Henri Castin était toujours assis au sol, tremblant, les mains agrippées à ses cheveux,
les oreilles bourdonnantes à cause du code d'urgence. Alarme, bruit de pas précipité d'infirmier, et la voix de Claire Morel résonnant comme des coups de marteau. Adrénaline, 1 mg. Tout de suite. Préparez le défibrillateur. Intubation. Fréquence cardiaque à 40. Henri Castin appuya son front contre le mur, murmurant comme un fou. Ne me l'enlève pas, je t'en supplie. C'est ma faute, entièrement ma faute. Julien Torres, le technicien lui aussi expulsé, se trouvait à quelques mètres, livide. Monsieur Henri Castin, je suis désolé, je ne pensais pas que l'huile. Tais-toi, l'interrompit Henri Castin sans tourner la tête. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Julien baissa les yeux et acquiesça sans ajouter un mot. Le temps semblait suspendu. Chaque minute durait une éternité. Henri Castin ne savait plus s'il faisait jour ou nuit, si la pluie avait cessé ou si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Soudain, la porte s'ouvrit. Claire sortit, trempée de sueur, sa blouse blanche tachée de sang mêlé à des médicaments. Henri Castin se leva d'un bond. Comment va-t-il? Il est en vie? Claire ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. La tension est redevenue stable. Nous avons contrôlé les convulsions. L'enfant respire toujours avec assistance, mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Quoi donc? Cria presque Henri Castin. Claire sortit une impression du scanner CT de sa poche. Nous avons réexaminé la tumeur. Comme vous le savez, il y a 3 jours, elle occupait près de 80% du médiastin. Mais cette image montre que la tumeur a rétréci. Henri Castin recula comme s'il avait reçu un coup en pleine poitrine. Qu'avez-vous dit? Personne ne comprend, répondit Claire d'une voix lourde. Elle n'a pas complètement disparu, mais elle a diminué de plus de 60% en une seule nuit. C'est médicalement inexplicable. Julien se redressa soudainement. Et si c'était à cause des feuilles? Je veux dire, l'essence. Claire le regarda une seconde, puis tourna à nouveau les yeux vers Henri Castin. Je ne peux pas l'affirmer, mais je ne peux pas non plus l'exclure. Henri Castin, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Henri Castin se prit la tête entre les mains. Des émotions mêlées, stupéfaction, joie, doute, peur. Il ne savait s'il devait pleurer ou fuir. Mon fils peut vivre. Claire répondit doucement, je ne peux rien promettre, mais ce que j'ai vu marque un tournant. Henri Castin poussa un long soupir, s'adossant au mur. Merci mon Dieu, merci. 1 heure plus tard, il retourna dans la chambre. Léo était toujours allongé, immobile, mais sa peau retrouvait un peu de couleur. Le moniteur cardiaque affichait un rythme plus stable. L'arôme de menthe flottait encore dans l'air, léger comme un murmure. Henri Castin s'assit à côté de son fils, lui prit la main. Léo, tu te bats, n'est-ce pas? Papa est là. Je ne bougerai pas d'ici. Sa voix résonnait dans la chambre vide. Il regarda autour de lui, et soudain, se souvint de Cataline. Cette fillette, je dois la remercier. Je dois la retrouver. Il se leva, sortit dans le couloir et parcourut tout le 6e étage. Le couloir était plus calme. Quelques infirmières, épuisées après l'urgence, vérifiaient les registres de garde. Henri Castin se dirigea vers le comptoir d'accueil. Excusez-moi, avez-vous vu cette nuit une fillette d'environ 10 ans, aux cheveux longs, portant un pull marron? La jeune infirmière secoua la tête. Non, monsieur. Le service de nuit n'a enregistré que des patients adultes. Aucun enfant n'est entré. Ce n'est pas possible, grogna Henri Castin. Elle m'a parlé, elle m'a donné les feuilles. Peut-être l'avez-vous confondu avec quelqu'un d'autre? Henri Castin fit volte-face, descendit dans le hall et interrogea chaque garde, infirmier, aide-soignant. Quelqu'un n'a-t-il vu une petite fille ici, cette nuit? 10 ans environ? Tous répondirent non. Personne ne l'avait vue. Un jeune médecin, André Perrin, lui adressa un sourire doux.
Cela pourrait être dû au stress. Beaucoup de gens en état de crise voient des figures imaginaires qui les guident. Tais-toi, gronda Henri Castin. Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu. Le docteur Andrès recula, mal à l'aise. Henri Castin courut vers la salle de surveillance et frappa du poing sur la table. Je veux voir les enregistrements du couloir arrière à 2 heures du matin. Le garde de service, un homme corpulent nommé Louis Roras, fronça les sourcils. Sans autorisation, je ne peux pas. Je suis Henri Castin, dit-il en sortant son portefeuille avec une carte de visite impressionnante. Je peux appeler mon avocat. C'est ce que vous voulez? Louis avala sa salive. Très bien, juste ce segment. Ils visionnèrent ensemble l'enregistrement du couloir arrière à l'heure exacte où Henri Castin se souvenait avoir parlé avec Cataline. Et là, Henri Castin resta figé. À l'écran, il était seul, sous la pluie, en train de fumer, de gesticuler, de marcher. Mais personne d'autre n'apparaissait devant lui. Ni Fillette, ni Cataline. Henri Castin secouait la tête. Non, ce n'est pas possible. Elle était là. Elle m'a donné le briquet. Elle a dessiné une feuille sur le sol. Louis garda le silence. Sur la vidéo, on voyait seulement un homme d'âge moyen parlant seul sous la pluie. Henri Castin se leva, les yeux injectés de sang. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Louis tenta de lui demander. Êtes-vous sûr de ne pas souffrir d'insomnie ou d'un épisode de... Pas un mot de plus, grogna Henri Castin en sortant en titubant de la salle. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta aux côtés de Léo, les yeux fixés sur le mur, tandis qu'une phrase résonnait dans son esprit. Je sais comment guérir votre fils. Qui était cette fillette? Réel, hallucination, esprit, ange? Une part d'Henri Castin voulait fuir, effrayé par ce qu'il ne pouvait expliquer. Mais une autre part, plus profonde, lui murmurait. Mon fils est en vie. C'est tout ce qui compte. Le lendemain matin, lorsque Claire entra pour un second contrôle, Henri Castin ne lui posa qu'une seule question. Claire, si demain mon fils se réveille, en quoi croira-t-il? Claire s'arrêta, le regarda. Je ne sais plus. Mais je suis certaine d'une chose, j'arrêterai de croire que tout peut être expliqué par la science. À Lyon, la 3e tempête depuis le retour d'Henri Castin de la forêt grondait à nouveau mais cette fois, elle ne tombait pas sur sa tête, elle faisait rage dans son esprit. Assis près de la fenêtre de la chambre 607, Henri Castin regardait d'un air vide les gouttes de pluie glisser sur la vitre. À l'intérieur, Léo dormait encore. Bien que ses signes vitaux fussent stables, bien que la tumeur diminuât, l'enfant ne s'était toujours pas réveillé. « Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux ?» murmura Henri Castin. « Tu me l'avais promis, Léo ?» Claire entra à pas feutrés. « Tu dois te reposer, Henri Castin. Cela fait 3 jours que tu n'as pas dormi une seule heure. » Je ne peux pas. Si je dors, je risque de manquer le moment où il se réveillera. Ton fils a besoin d'un père fort, non? Un homme épuisé lui posa la main sur l'épaule. Nous allons veiller sur lui, tu sais. Et l'abandonner encore une fois, comme si je ne l'avais pas déjà assez déçu. Non. Henri Castin se leva brusquement. Vous ne comprenez pas. Personne ne comprend. Claire poussa un soupir, recula légèrement. Je vais demander qu'on te monte un peu de soupe chaude. Tu devrais au moins manger quelque chose. Elle le laissa seul. 1 heure plus tard, Henri Castin se tenait sous la pluie, devant l'hôpital. Il portait un long manteau, le col relevé, une casquette dissimulant partiellement son visage. Il entra dans la pharmacie la plus proche, la pharmacie Los Angeles, et posa un paquet contenant des feuilles violettes sur le comptoir. Une pharmacienne âgée le regarda, surprise. « Monsieur, qu'est-ce que c'est ?»« Des feuilles. J'ai besoin de savoir de quelles plantes il s'agit, si elles sont toxiques, si elles sont répertoriées en médecine. » Elle ouvrit le paquet et fronça les sourcils. « Ça sent la menthe, mais ce n'est ni de la menthe ni de la sauge. Où les avez-vous trouvées ?
dans la forêt de Montsombre. Le visage de la femme pâlit. Cette forêt? Mais seulement la nuit? Oui. Personne n'y va plus depuis la disparition de 3 enfants en 2009. La police n'a jamais retrouvé les corps. Henri Castin sentit le froid l'envahir. La fille s'appelait Cataline. Quelqu'un comme ça est venu ici cette semaine. Personne ne s'est présenté sous ce nom, répondit la femme. Elle a dit s'appeler Cataline, environ 10 ans, avec de longs cheveux. La pharmacienne frissonna légèrement. Il y a 10 ans, une fillette comme ça a disparu dans cette forêt. On disait qu'elle avait été enlevée. Henri Castin sentit le sol vaciller sous ses pieds. Quel était son nom complet? La pharmacienne hésita. Cataline Ramos. Je m'en souviens parce que sa mère venait souvent ici. Elle a pleuré une semaine entière. Henri Castin faillit laisser tomber le paquet. Non, c'est impossible. Je lui ai parlé. La femme lui demanda à voix basse. Vous l'avez vu clairement? Henri Castin ne répondit pas. Il sortit en courant sous la pluie. De retour à l'hôpital, Henri Castin entra de nouveau dans la salle de sécurité, exigeant de revoir les enregistrements des caméras dans les couloirs, le hall, et même l'ascenseur. Louis, le gardien de service, accepta à contre-cœur. Je sais que je l'ai vue, grogna Henri Castin. La fillette était juste devant moi. Elle m'a donné un briquet, elle a dessiné une feuille sur le sol. Louis secoua la tête. Monsieur, nous avons tout vérifié entre minuit et 4 heures du matin. Aucun enfant n'a été enregistré par le système. Ce n'était pas mon imagination, s'écria Henri Castin en frappant la table. Je ne suis pas fou. Louis recula, évitant le regard injecté de sang de l'homme. Henri Castin sortit en titubant de la salle de sécurité et se dirigea vers les escaliers. Alors qu'il montait la 3e marche, une voix familière résonna derrière lui. Personne ne peut me voir. Pourquoi ne suis-je pas ici? Il se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Cataline! Cria-t-il. Où es-tu? Silence. Henri Castin courut jusqu'au rez-de-chaussée, puis sortit dans la cour arrière, là où il avait aperçu la fillette pour la première fois. La pluie tombait toujours fort. L'eau s'écrasait sur les gouttières et ruisselait en cascade sur le sol pavé dans un bruit monotone. Cataline! Hurla-t-il désespérément. Qu'est-ce que tu es? Une humaine? Un fantôme? Tu existes vraiment? Aucune réponse, seulement la lumière jaune pâle d'un lampadaire et la pluie insistante. Henri Castin s'effondra sur un banc de pierre, la tête entre les mains. Je deviens vraiment fou. Que ai-je fait? Ce soir-là, Claire retourna dans la chambre d'hôpital. Léo n'avait pas encore ouvert les yeux, mais sa peau était visiblement plus rosée. Claire vérifia les signes vitaux, puis regarda Henri Castin, un homme qui n'était plus qu'une ombre, barbe hirsute, cernes profondes, mains tremblantes. Vous devriez peut-être rentrer dormir une nuit, dit-elle à voix basse. Je vais assigner une infirmière pour le surveiller de près. S'il se passe quoi que ce soit, je vous appellerai. Henri Castin ne répondit pas. Il demanda simplement, vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, et que personne ne s'en souvienne ensuite? Que personne ne l'ait vu, même pas les caméras. Qu'en penseriez-vous? Claire hésita. Je penserais à un phénomène d'ordre psychologique. Et si cette personne vous donnait quelque chose qui sauve une vie? Alors, que penseriez-vous? Claire le fixa longuement, puis s'assit à ses côtés et parla lentement. Henri Castin, je ne pense pas que vous ayez halluciné. Je crois que vous avez réellement vu cette fillette. Mais je crois aussi qu'il existe des choses qu'aucune science ne peut expliquer, et qui n'en sont pas moins réelles. Henri Castin murmura, j'ai seulement peur de lui devoir quelque chose que je ne pourrai jamais lui rendre. C'est possible, répondit Claire. Mais il est aussi possible que vous ayez déjà été pardonné. Pour la première fois en 3 jours, Henri Castin ferma les yeux, mais au lieu de dormir, il se laissa envahir par une image, Cataline,
debout au milieu de la forêt, sous la pluie, son regard brillant avant de disparaître dans la brume. Le lendemain matin, le ciel était toujours gris. Le vent sifflait à travers les vitres de la chambre 607, accompagné du gémissement doux du vieux cadre de fenêtre. À l'intérieur, la lumière du plafond tombait dans un jaune pâle maladif, comme si même la lumière se mourait. Claire entra avec la tablette de suivi en main. Henri Castin était toujours assis sur la chaise en bois, voûté, la tête appuyée contre le lit de son fils, les yeux ouverts, mais vides. « Vous n'avez pas dormi du tout ?» demanda-t-elle doucement. « Non » murmura Henri Castin. « J'ai peur que si je m'endors, mon fils parte sans que je puisse le voir une dernière fois. » Claire s'assit au bord du lit et posa la tablette sur la table d'appoint. « J'ai des nouvelles. » Henri Castin leva les yeux, rouge de fatigue. « Quelles nouvelles ? » L'IRM de ce matin montre que la tumeur a presque disparu. Henri Castin resta figé. Claire parla lentement, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile. Il y a 3 jours à peine, la tumeur occupait plus de 70% de la zone ganglionnaire. Il n'en reste plus que moins de 10%. Il n'y a ni nécrose, ni atteinte étendue. Le rapport a déjà été envoyé au conseil médical. Henri Castin regarda Léo, qui reposait encore en silence, respirant doucement. Son visage semblait plus sain, mais ses yeux restaient fermés. « Alors, il est sauvé ?» demanda-t-il d'une voix d'enfant. « Psychologiquement, tout l'indique » soupira Claire. « Mais psychologiquement, il ne réagit toujours pas. Il faudra peut-être attendre. » Henri Castin déglutit, se leva, et s'approcha de son fils. Il posa la main sur son front et murmura. « Léo, si tu m'entends, bouge juste un tout petit peu, s'il te plaît. » Aucune réponse. À midi, Henri Castin décida de faire la seule chose qui lui restait, retrouver Cataline. Il appela le responsable des archives de l'hôpital, un jeune homme nommé Ignacio Pérez, et demanda à consulter la liste complète des patients et des personnes entrées ou sorties ces 3 derniers jours. Ignacio se gratta la tête et vérifia un à un les fichiers numériques. Il n'y a personne du nom de Cataline Ramos. Aucun enregistrement non plus d'une fillette admise cette nuit-là. Vous êtes sûr de bien vous rappeler le nom ? Je me souviens de chaque syllabe, insista Henri Castin. Et les caméras ? Aucun angle n'a capté la fillette. On ne voit que vous, monsieur Henri Castin. Regardez, dit Ignacio en montrant l'écran. Il est seul, debout sous la pluie, en train de parler, de dessiner quelque chose au sol. Il n'y a personne d'autre. Henri Castin frappa la table. Et les indices dans la forêt ? La police a-t-elle un dossier sur Cataline Ramos ? Ignacio fronça les sourcils et tapa quelques lignes dans le système interne. Un vieux dossier apparut, Cataline Ramos, née en 2013, disparue en 2022. L'affaire avait été classée faute de corps. Vous voyez ? Grogna Henri Castin. Cette fillette a bel et bien existé. Ignacio hésita. Mais si elle a disparu il y a 3 ans, alors quoi ? Alors, vous avez parlé avec quelqu'un qui ne peut pas être en vie. Henri Castin sortit de la salle des archives, l'esprit en miettes. Tout ce en quoi il avait un jour cru la logique, la raison, même sa confiance en lui s'effondrait. Il retourna dans la chambre 607. Léo était toujours là. Ce soir-là, Claire entra vers 9 heures. Vous devriez aller vous reposer, dit-elle doucement. Cela fait des nuits que vous êtes ici, sans dormir. Votre corps ne tiendra pas longtemps. Henri Castin secoua simplement la tête. Claire s'apprêtait à partir quand il demanda. Avez-vous déjà cru que quelqu'un puisse être envoyé pour en sauver un autre, puis disparaître ? Elle s'arrêta. C'est possible. Cela peut être un médecin, une infirmière, ou une enfant au milieu d'une forêt. Henri Castin tourna la tête. Vous me croyez ? Je n'ai pas besoin d'y croire, répondit Claire. Je vois les résultats. L'enfant se rétablit, et vous, même si vous semblez fou, n'avez jamais été aussi lucide. Cette nuit-là,
Henri Castin ne dormit pas. Il resta à regarder son fils. Puis il observa les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Le lendemain matin, Léo ouvrit les yeux, regarda son père et, de sa main tremblante, lui saisit la main. Henri Castin somnolait sur la chaise. La chaleur soudaine dans sa paume le fit sursauter. « Léo » murmura-t-il en se penchant vers l'enfant. Léo le regarda, les yeux encore embrumés de sommeil, mais il y avait de la vie dans ce regard. Ce n'était plus celui, vide, d'il y a 3 jours. « Papa » souffla Léo. « J'ai vu une fille qui m'a guidé à travers une forêt pleine de lumière. Elle m'a dit que je pouvais revenir. » Henri Castin en eut le souffle coupé. Son cœur se serra. « Que as-tu dit ? Cataline ?» Léo acquiesça légèrement, les lèvres à peine mobiles, desséchées. « Elle m'a souri. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il suffisait de croire. » Henri Castin baissa la tête et l'enlaça fort. « Je crois. Je crois en tout. Mon Dieu, merci de m'avoir rendu mon fils. » Les sanglots d'Henri Castin éclatèrent, se mêlant au bip rythmique du moniteur cardiaque, comme un nouveau battement de vie. À cet instant, il n'était plus un millionnaire, ni un homme au bord du gouffre. Il était juste un père à qui l'on venait d'offrir une seconde chance. Claire entra en courant quelques minutes plus tard, alertée. « Léo s'est réveillé !» cria-t-elle presque. Henri Castin hocha la tête, les yeux encore rouges. « Docteur, mon fils s'est vraiment réveillé. » Claire s'approcha, vérifia les pupilles, les réflexes, la tension artérielle. Elle resta sans voix. « Ce n'est pas possible. » Réflexe parfait, peau tiède, regard concentré. « Mon Dieu !» Léo la regarda. « C'est vous la docteure ? » « Oui, mon trésor, » répondit-elle en tremblant d'émotion. « Je suis la docteure Claire. »« Comment tu te sens ? » Léo esquissa un sourire. « J'ai faim. » Tous dans la pièce éclatèrent de rire. Claire acquiesça. « C'est bon signe. Très bon signe. Henri Castin, on va le sortir d'ici. » Henri Castin prit la main de Claire. « Merci. Merci d'avoir cru en moi, ne serait-ce qu'un peu. » Claire répondit à voix basse. « Je n'ai pas cru en vous. J'ai cru en l'enfant. Et je crois en ce qui ne s'explique pas. » Quelques jours plus tard, Léo fut transféré hors de l'unité de soins intensifs. Sa guérison fut stupéfiante. Il marchait, mangeait bien, riait même ce qui, 2 semaines auparavant, semblait n'être qu'un rêve inaccessible. La nouvelle de ce cas de guérison miraculeuse s'était répandue dans tout l'hôpital. Certains médecins étaient venus jusqu'à son lit pour le saluer. Henri Castin avait refusé toutes les interviews. Il voulait simplement rester au calme, auprès de son fils. Un matin, alors qu'une infirmière prenait la tension de Léo, une femme vêtue d'une blouse d'hôpital entra dans la chambre. « Excusez-moi, » dit-elle à voix basse. « J'ai entendu dire que cet enfant avait été guéri avec, c'était quoi ? De l'huile essentielle de menthe ?» Claire, qui notait quelque chose dans son carnet de suivi, se retourna vers elle. « Non, madame. Nous n'avons jamais confirmé cela. Ce n'était qu'une réaction encore jamais répertoriée. » La femme s'assit. « Mon fils aussi a un lymphome, mais il ne répond plus à la chimiothérapie. Je n'ai plus d'espoir. » Henri Castin resta silencieux. Il plongea ses yeux dans ceux de cette femme comme s'il y retrouvait son propre reflet, 3 semaines plus tôt. Puis il se leva et s'approcha. « Comment vous appelez-vous ? » « Anne. »« Anne Marchand. »« Quel âge a votre fils ? » ?»« 7 ans. Il s'appelle Marion. » Henri Castin s'assit à ses côtés. « Seriez-vous prête à tenter quelque chose de très étrange, mais qui pourrait être sa dernière chance ? » Anne acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Je ferai n'importe quoi. Prier, boire des décoctions, parler aux esprits. » Henri Castin sourit doucement. Inutile de parler aux esprits. Il suffit de semer une graine.
Ce même jour, en rentrant chez lui, Henri Castin trouva une petite boîte en bois posée devant sa porte. Personne ne savait qui l'avait laissée. Aucune caméra n'avait capté quoi que ce soit. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un petit sachet de graines identiques à celle de la feuille violette, et un petit papier plié à la main. Le pardon est le remède le plus puissant. Sème cette graine, pas pour ton fils, mais pour les autres enfants. Cataline, celle qu'on avait abandonnée dans l'ombre. Henri Castin resta figé. Cataline, tu es toujours là, n'est-ce pas? Il serra le papier dans sa main, puis leva les yeux vers le ciel couvert. À ce moment-là, il n'avait pas de question dans le cœur, mais une certitude. 2 mois plus tard, Henri Castin vendit son manoir à Majorque, céda ses parts dans le consortium de construction, et acheta un vaste terrain aux abords ouest de Lyon, près du fleuve la Rivière Sèche. Le terrain était abandonné depuis près de 12 ans. Autrefois, il avait servi de halte routière. Il se transforma en un véritable chantier, peuplé de dizaines d'ouvriers, de pelleteuses, d'architectes et de techniciens médicaux. Claire se tenait à côté d'Henri Castin le jour où les premières fondations furent creusées. « Vous allez vraiment transformer cet endroit en centre de thérapie naturelle pour enfants atteints de cancer ?» demanda-t-elle. « Pas seulement un centre de thérapie, » répondit Henri Castin. « Ce sera un jardin. Un endroit où les enfants peuvent respirer, espérer, vivre, avant d'avoir peur. » Claire sourit. « Et comment s'appellera-t-il » Henri Castin n'eut pas besoin de réfléchir. « Le jardin de Cataline. Je vais demander ma mutation et venir travailler avec vous. »« Bienvenue dans l'équipe, » dit Henri Castin, le regard plus lumineux que jamais. Les médias finirent par apprendre l'existence de ce mystérieux « jardin de la lumière », mais Henri Castin refusa toutes les interviews, refusa les sponsors et interdit qu'un nom d'hôpital privé y soit associé. Il planta simplement des centaines de rangées de fleurs violettes, des buissons issus de ces graines anonymes. Des enfants de plusieurs hôpitaux oncologiques commencèrent à venir. D'abord 3 ou 5. 1 an plus tard, ils étaient des centaines. Là, ils apprenaient à préparer des infusions avec les feuilles, méditaient sous le soleil et racontaient des histoires à l'ombre des arbres. Un jour, un enfant déclara. « Je ne sais pas si je vais guérir, mais ici, je n'ai plus peur. » Pour Henri Castin, c'était une victoire. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Léo, qui avait maintenant 10 ans et demi, courut entre les arbres violets en criant. « Papa, une nouvelle lettre est arrivée. » Puis il alluma le diffuseur d'huiles essentielles pour embaumer la pièce, et lut. « Tu as tenu ta promesse, maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Parfois, pour renaître, il faut d'abord mourir une fois. » Cataline. Henri Castin leva les yeux vers la forêt où les fleurs violettes ondulaient comme des vagues. Il murmura. « Merci, petite, de nous avoir montré le chemin du retour. » 2 ans après l'inauguration du jardin de Cataline, le lieu était devenu un refuge pour des familles ayant tout perdu. Les fleurs violettes avaient envahi le terrain, et chaque printemps, des enfants chauves couraient en riant entre les buissons. Henri Castin était toujours là, chaque jour, arrosant les plantes, parlant aux petits, écoutant des histoires que personne ne voulait entendre dans les hôpitaux. Mais un matin de juin, cette paix fut soudainement brisée. Claire ouvrit précipitamment la porte du bureau d'Henri Castin et déclara avec urgence. Il avait vu les informations de ce matin-là. Henri Castin leva les yeux de son carnet de thérapie. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Raphaël Lemoine est passé sur une chaîne locale. Il a tout raconté sur ce qui s'est passé à l'académie, même le fait que vous l'ayez enfermé dans le congélateur. Henri Castin resta silencieux. Claire poursuivit. Il a dit que vous étiez responsable. Que c'était à cause de vous qu'il avait perdu sa bourse, que sa famille s'était disloquée. Elle hésita, puis ajouta. Il a insinué qu'Henri Castin construisait un jardin du pardon factice pour laver ses fautes passées. Henri Castin poussa un soupir. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Inquiète, Claire proposa. On peut organiser une conférence de presse, démentir tout cela,
ou engager des avocats pour stopper les médias. Non, répondit Henri Castin en la coupant. Je vais l'affronter. Je ne veux plus fuir. Ce même jour, il organisa une conférence dans le jardin. Des médias et des voisins assistèrent à l'événement, certains par curiosité, d'autres indignés par les propos de Raphaël Lemoine. Henri Castin monta sur l'estrade en bois, sous le regard de centaines de personnes. Bonjour. Je m'appelle Henri Castin. Et oui, j'ai fait souffrir Raphaël Lemoine il y a 20 ans. Un murmure parcourut la foule. À 17 ans, j'étais cruel, insensible. Je méprisais les autres parce que j'avais de l'argent. Avec des amis, nous avons enfermé un camarade dans un congélateur pour une blague. Et jamais je ne me suis demandé quelles en seraient les conséquences. Il leva les yeux. Sa voix ne tremblait pas. Raphaël Lemoine est un homme blessé. Peut-être. Mais avant de le juger lui, jugez-moi, moi d'abord. C'est moi qui ai tout commencé. Un journaliste cria. Allez-vous démissionner de la direction du centre Cataline? Non, répondit Henri Castin fermement. Je n'ai pas créé ce centre pour me racheter. Je l'ai fait parce que je ne voulais plus jamais qu'un enfant ressente le désespoir qu'a vécu mon fils. Je ne cache pas mon passé, mais j'ai choisi de vivre autrement. À ce moment, une mère se leva dans le public. C'était Anne Marchand, la mère de Marion. J'ai cru perdre ma fille, mais Henri Castin et ce jardin l'ont sauvée. Je me fiche de votre passé. Aujourd'hui, vous avez créé quelque chose de beau. Une autre voix s'éleva. Moi aussi. Mon fils a dormi sereinement pour la première fois depuis 6 mois. Des applaudissements éclatèrent, sincères. Claire s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Henri Castin. Nous sommes avec vous. Le lendemain, Raphaël Lemoine apparut de nouveau à la télévision. Mais cette fois, il semblait différent. Il ne riait plus d'un air dément, il restait silencieux, assis sous les projecteurs du studio. Le présentateur demanda. Regrettez-vous d'avoir évoqué le passé à la télévision? Raphaël Lemoine regarda la caméra. Oui, en partie, Henri Castin est la raison pour laquelle je suis devenu ce que je suis. Mais je suis aussi la raison pour laquelle je n'ai jamais pu redevenir celui que j'étais. C'est vous qui avez brûlé les feuilles violettes, n'est-ce pas? Raphaël Lemoine acquiesça. Je voulais qu'il souffre autant que moi. Mais maintenant, je comprends que la douleur ne libère rien. Souhaitez-vous dire quelque chose à Henri Castin? Raphaël Lemoine le fixa du regard. Merci de ne pas avoir fui. Et pardon d'avoir voulu faire de votre fils un instrument de vengeance. Peut-être que nous avions tous deux besoin de Cataline pour apprendre à pardonner. Au printemps suivant, le jardin Cataline célébra son tout premier festival des fleurs violettes. Léo, maintenant âgé de 14 ans, grand et en bonne santé, monta sur scène aux côtés de son père. Il prit le micro avec des mains tremblantes. Un jour, j'ai eu peur de mourir. Mais une fille m'a guidé à travers une forêt pleine de lumière. Elle m'a dit que j'avais encore quelque chose à accomplir, et mon père a été le premier à y croire. Des applaudissements retentirent dans tout le jardin. Henri Castin baissa la tête face à la foule. Nous avons semé des graines issues d'un sachet sans nom, et ce que nous avons récolté, ce n'était pas des fleurs, mais la foi. Louise dans le public leva la main. Comment s'appelle-t-elle vraiment, cette fille? Henri Castin sourit. Cataline. Mais peut-être qu'elle n'a pas besoin d'un nom. Elle est le symbole de ce qui est inexplicable, mais réel. Ce soir-là, à la fin du festival, Henri Castin s'assit seul sous un arbre aux fleurs violettes. La lune éclairait son visage vieilli, mais apaisé. Une brise traversa le jardin. Un papier vola depuis on ne sait où et atterrit à ses pieds. Il se pencha pour le ramasser. L'écriture désordonnée mais familière disait. Quand on apprend à pardonner, le monde commence à fleurir. Ne le laisse pas se faner à nouveau, tonton Henri Castin. C'est. Il leva les yeux, regardant autour de lui. Il n'y avait personne, seulement les fleurs violettes ondulant doucement.
Henri Castin sourit. Je le promets. Cette histoire nous rappelle que la rédemption ne réside pas seulement dans le fait de demander pardon, mais dans nos actions. Henri Castin a été quelqu'un qui a causé de la douleur, mais en perdant tout, il a appris que la vie ne se mesure ni en argent ni en pouvoir, mais en foi, en pardon et en amour inconditionnel. Aussi sombre que soit le passé, il est toujours possible de replanter l'espoir, à condition d'avoir le courage de l'affronter et de vivre pour les autres. Et parfois, les miracles viennent de là où on s'y attend le moins.